Certains diront après ce chapitre que Shanks est le pirate le plus fort du monde et peut-être même l'homme le plus fort du monde. Et je répondrai que ce sont des idiots. N'oublions pas le surpuissant Yonko Baggy. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1055 de One Piece, Nouvelle Ère. Et les pro-amiraux, ça y est, le débat est enfin clos avec ce chapitre. Oda, il a voulu calmer tout le monde, donc on va devoir en parler. Et bon, même si le chapitre se déroule entièrement à Wano Kuni, je vais le diviser en trois parties. Une première sur Yamato, la deuxième sur Ryokugyu et bien sûr la dinguerie de Shanks, et une troisième sur notre très cher Pluton. Et donc commençons tout de suite, puisque bien évidemment le chapitre s'ouvre avec le festival, encore une fois, où tout le monde est en train de danser la Zumba, alors qu'il y a un amiral qui est là en train d'attaquer le président. Et donc nous retrouvons donc bien évidemment Yamato qui a eu pour ordre de la part de Momonosuke de ne pas rejoindre cette attaque. Et ça ne fait que confirmer ce qu'on avait dit la semaine dernière, Yamato va rejoindre les Mugiwara. Ça y est, ça devient de plus en plus indéniable, tu vois. Ça devient très difficile de trouver des arguments contre, puisqu'en réalité, même si le personnage de Momonosuke va se prendre des coups de l'amiral le moins charismatique de One Piece, alors il veut libérer notre cher Yamato. Je le répète encore une fois, mais le dragon bleu l'aura enchaîné, alors que le dragon rose l'aura libéré. Et c'est vraiment fort quand on se dit que le fruit de Yamato est en plus le fruit de la divinité protectrice de Wano, de se rendre compte que Momonosuke se dit qu'il va la libérer justement de ce fardeau, de protéger Wano Kuni. Et personnellement, je ne peux m'empêcher de penser à Oden qui était toujours tiraillé entre son envie de voyager, de découvrir le monde et justement son amour pour son pays et son devoir de justement régner. Et là, en fait, Momonosuke, c'est comme si même il lui répondait en disant qu'il allait tout gérer. C'est magnifique, Momonosuke a libéré une personne qui aurait pu être comme son père, tiraillé entre son rêve et son devoir. Et on sent vraiment l'indépendance qu'a pris le jeune shogun alors qu'il ne veut pas d'aide de Yamato ou même de Luffy, puisque justement ces personnes partiront et Wano doit se débrouiller tout seul. Donc maintenant, il est temps de passer à la confrontation et à l'humiliation de ce cher, très cher amiral, puisque les samouraïs vont lui foncer dessus avec Raizo qui va lancer un katon. On apprendra que la faiblesse de Ryokugyu, bien évidemment, c'est le feu. D'ailleurs, il y a plein de gens sur les réseaux qui l'appellent Ryo pour parler rapidement, et à chaque fois, ça me fait penser à Ryo Sensei. Ça n'a absolument aucun rapport, mais c'est vrai que pour revenir sur le sujet, au moins ça explique comment Sabo a pu lui tenir tête avec les autres révolutionnaires. Si sa faiblesse était le feu. Oui, ça semble assez logique. Et le combat s'avère vraiment très compliqué puisque son corps est juste énorme et découper des racines, bah ça ne sert pas à grand chose. Encore une fois, il va nous rappeler qu'il est surpuissant puisqu'il est la nature elle-même. Et encore une fois, je vous répéterai que je trouve ça très bien vu de la part d'Oda puisque voilà, lui, c'est quelqu'un qui prêche la loi justement de la jungle, une loi naturelle avec une hiérarchie du plus fort. Voilà, et de toute façon, il va se faire calmer par sa propre loi. C'est vrai que ça change totalement des autres personnages dans les autres animés ou mangas qui ont des pouvoirs liés justement à la nature, aux plantes, parce qu'ils sont assez chill, ils sont écolos et tout, ils bouffent du bambou. Et là, t'as quelqu'un qui est pas du tout dans le même délire. Comme quoi, Greenpeace, et c'est très bon le bambou, on en mange beaucoup, Bled. Et là, quand même, on va avoir le droit au plus gros CSC, au plus gros contre son camp qu'on ait jamais vu à l'intérieur de l'histoire de One Piece. Parce que peut-être que lui n'a pas bien suivi l'histoire, puisqu'il va dire qu'il n'aurait pas attaqué s'il y avait encore Kaido. Comme quoi, il a peur d'un Yonko. Et ça n'a aucun sens, puisqu'il est présentement en train d'attaquer un autre Yonko qu'est Luffy, ou dans tous les cas, l'alliance que Luffy a créée pour combattre Kaido et qu'il l'a vaincu. Donc, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Par contre, ce passage, il a dû faire mal aux pro-amiraux. Mais bon, je me demande si c'est pas une manière pour Oda de nous montrer qu'il y a quand même une hiérarchie entre les Yonko et qu'il n'est pas encore craint notre très cher Luffy. Mais ça va arriver, t'inquiète pas. Et là, on va voir Momonosuke qui va lâcher dans l'énervement son Borobrief, son souffle qui peut détruire des montagnes. Encore une fois, c'est une capacité très puissante. En plus, il a la même génétique qu'Oden, alors je te laisse imaginer les dégâts. Et bon, d'ailleurs, on verra Ryokugyu qui a l'air vraiment choqué. Donc, est-ce que c'est parce qu'il se rend compte que c'est un véritable dragon et donc que Vegapunk n'aurait pas raté son fruit et qu'il y a vraiment un traître ou un problème avec ce scientifique ?
et qu'il va rapporter l'info à la marine et ensuite qu'ils vont obliger Vegapunk à faire d'autres fruits du démon. Et d'ailleurs ce fruit il n'était pas du tout raté, donc le truc Vegapunk traître, ça se sent vraiment de plus en plus et de plus en plus gros. Ça commence à devenir même trop gros pour cette pièce, ou peut-être juste qu'il a eu peur en voyant la technique de Kaido, vu comment il a l'air de flipper en pensant à lui. Ou même, en fait, juste qu'il a peur parce qu'il se prend un rayon laser dans la tête, là. Et bon, même si l'amiral tombera au sol après un deuxième brief, il faut quand même le défendre. En vrai, ça peut arriver à tout le monde de se prendre un coup en traite. Tu connais l'histoire de Shanks qui s'est fait bouffer le bras par un saumon sauvage. Et voilà, je te l'ai dit, le fruit de Monosuke est en théorie monstrueux. Et en plus, avec son corps, c'est monstrueux et c'est des flammes. Flammes plantes. Voilà, il a dit justement au début de ce chapitre que c'était sa faiblesse. Je pense que Oda, il essaye de nous minimiser l'action qu'on vient de voir. Parce que sinon, c'est vrai que c'est trop une dinguerie quand tu penses que c'est un gamin qui a 8 ans dans sa tête. Mais là où je ne pourrais pas défendre l'amiral face à une véritable humiliation, c'est lorsque des éclairs noirs vont apparaître dans le ciel. Et là, on va voir Shanks au loin, déjà lui qui est en train de flipper en ombre. Et étrangement, on dirait même qu'il a deux mains. Donc, est-ce qu'il se serait créé un autre bras avec du vent ou autre chose? Parce que étrangement, il tient son sabre. Ou en fait, on dirait même juste que c'est son sabre, mais on dirait aussi que c'est du vent ou une corde, ça se trouve c'est relié au ciel, qu'il a le haki des éléments. Peut-être que ça y est, c'est devenu vrai cette théorie de fou. Et que même le haki des rois avancés pourrait blesser des objets comme il l'avait fait sur le bateau de Barbe Blanche. On s'en fout. Et c'est là qu'on a eu la case qui est légendaire. T'as attendu 1055 chapitres pour voir cette tête de Shanks. Il est juste monstrueux, il fait flipper. Là, tu me dis que c'est un Yonko et pas juste le gitan du coin en claquette? Je te crois. Avec ce gros coup de pression qu'il lâchera en la marine, vous êtes autant terrifié que ça pour vous attaquer à la nouvelle ère en pensant à tous ces jeunes. C'est juste incroyable. Le haki, je l'ai ressenti. Jusqu'à chez moi, j'ai des fissures dans mon mur. Son haki des rois a paralysé un amiral alors qu'il ne se trouvait même pas sur l'île. Qu'est-ce que c'est que ça? Le haki 5G? Et franchement, je sais pas pour vous, mais quand je vois ça, quand je vois cette case, quand je vois sa dévotion, alors je me dis que c'est impossible que Shanks soit un mastermind. Il a tellement une vibe de papa. Oui, tu sens que c'est le guide vers le One Piece si tu veux. Peut-être, mais ça se voit que c'est un bon. Oui, il va y avoir des pépés de cette tête de Shanks par milliers, moi je te le dis. Et c'est donc sur ça que l'amiral frauduleux décidera de partir sans mener de combat. Alors que je te rappelle qu'il était venu là pour prendre la tête de Luffy. Comme quoi, c'est vrai qu'il y a des différences de considération entre les Yonko. Oui, une forme de discrimination, j'ose le dire. Après, je sais que les plus grands complotistes diront que c'est peut-être parce que Shanks, il a un accord avec la marine et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il arrive quelque part, il arrive à arrêter les guerres avec les marines. Mais moi, je te dis que c'est juste que c'est parce que c'est un dingo qui peut faire tout exploser. Cet homme est fou et ça se voit. Enfin bref, transition sur une scène qui est tout aussi incroyable et j'ai beaucoup à en dire lorsque nous retrouverons l'autre Yonko qui est assis sur une montagne en train d'observer tout ça. Je parle bien évidemment de Mugiwara Monkey D. Luffy, le Yonko blanc. Il était juste posé là en train de surveiller les enfants qui se battaient dans le parc et au cas où venir intervenir. Ça se voit que depuis qu'il a affronté Kaido, là Luffy il a plus peur de rien. C'est juste incroyable de le voir assis avec son bras droit et son bras gauche, son aile droite et son aile gauche, Zoro et Sanji et en plus Jinbei, tu connais le conseiller, celui qui s'y connaît en tout et même qui se demandera c'est quoi ce haki de malade qui viennent de voir. Mais Luffy, lui, le sait. C'est le haki du papa, de Papa Shanks le Roux. Et justement, quand tu mets ces deux scènes en parallèle, celle de Shanks et celle de Luffy, bah, tu te rends compte qu'il y a un véritable passage de flambeau. Avec un Shanks qui a arrêté, certes, l'amiral, mais un Luffy qui était lui aussi prêt à faire ça. La nouvelle génération prend la relève. Et bon, on va pas se mentir, du côté des amiraux, j'espère vraiment que l'arme secrète qu'ils ont, la marine, elle va faire le taf, parce que sinon là, les pirates ont l'air très chaud, très chaud. Et en plus, il y a les révolutionnaires, s'il y a tout le monde qui s'allie, ils sont terminés. Heureusement que je crois pas qu'ils vont s'allier. Et passons donc à la dernière partie de ce chapitre avec le père d'Oden qui va emmener Robin et Trafalgar Law qui va pister Robin à son odeur. C'est ultra flippant. Ok, il est intéressé par Robin, c'est normal, je le comprends. Il y a des arguments qu'on ne peut pas nier. Mais quand même, c'est quoi ça?
Peut-être que le côté hyène renifleuse de l'eau rappelle à Robin son frère. Oui, son frère. Me dis pas que t'as oublié son frère. T'abuses. Bon bref, c'est un gros charreau, mais on apprendra surtout justement la véritable géographie de Wano Kuni, qui est en réalité le mont Fuji, en fait cette grande montagne qui était au milieu, qui était il y a 800 ans auparavant habitée au niveau du sol. Mais ensuite, il y a eu les murs, il y a de l'eau qui a été remplie, on ne sait pas exactement comment, en fait on ne sait pas du tout comment, et voilà, ils descendront jusqu'à justement l'ancienne ville où se trouve le poneglyphe rouge. Et donc, il n'en manquera plus qu'un pour justement atteindre Laugh Tale. Donc, est-ce que c'est à Elbaf? Est-ce que c'est chez les marines cachés quelque part? Dans tous les cas, il va y avoir une dinguerie très bientôt. On se rapproche véritablement du but. C'est normal qu'Oda il a pris un mois de pause. Il y avait des choses à penser là. Mais surtout, on apprendra que pour libérer Wano, donc il faut détruire les deux murs. Donc, peut-être via Zunisha qui pourrait donner un coup de trompe, ou même via Joy Boy qui pourrait devenir un géant pour détruire ça, parce que tu connais l'aube, Joy Boy, la libération, il est là, mais surtout en fait que tout au fond, tout en bas de Wano Kuni, tout en bas de cette montagne se trouve Pluton. Et je sais pas, est-ce que c'est un vaisseau à la Moria qui fait que, en réalité, Wano Kuni est juste un bateau géant? Ce serait incroyable, il y a tellement de possibilités pour cette arme. Ça y est, on se rapproche enfin. L'utilisation des armes antiques, on est à ça, c'est la fin de One Piece. Dans tous les cas, rappelons-nous que probablement la personne qui pourrait piloter cette arme serait Franky, vu qu'il a les plans d'une arme qui peut normalement la concurrencer. Ou ce serait c'est juste un vaisseau spatial, tu vois, simplement. En fait, c'est pas si simple que ça, c'est un petit peu fou. Mais bon, finalement, même si ce chapitre peut nous montrer que les amiraux sont faibles, et c'est ça que la plupart des gens retiendront, alors je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas les amiraux qui sont faibles. C'est juste que maintenant, nous sommes avec des pirates bien trop puissants. Bon bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'avais parlé des spoils sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Je fais juste 2 vidéos, une sur les indices et une sur le premier résumé global. Comme ça me laisse plein de détails à découvrir par la suite. Donc voilà, comme ça conserve un petit peu de mystère, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker. En vrai, moi je lis les leaks pour préparer la review longtemps en avance. Tu vois, si j'ai des choses à chercher ou autre, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, et dans tous les cas, le plaisir, il est intense quand tu lis le scan, parce qu'il y a des choses, tu peux pas les expliquer, tu vois. Même si quelqu'un te résume le chapitre, cette case avec Shanks, je sens encore le haki de Shanks. Je crois que la vidéo, elle va bientôt s'arrêter. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez si vous avez apprécié ou si vous avez trouvé que ce haki était bien trop puissant, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que One Piece c'est des dingueries là, et il faut qu'on en parle. Allez, en attendant la suite, la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.